Bien, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire qui a pour thème la loi Pacte et 5 points clés qu'on a choisis en matière de droit des sociétés. Je vous rappelle brièvement quelles sont un petit peu les règles du jeu de ce webinaire. Il aura une durée approximative de 30 minutes. Mon intervention durera 20-25 minutes. Et à l'issue de mon intervention, je vous propose de nous poser des questions. Vous pouvez le faire sur le chat en écrivant directement. Nous pourrons donc répondre à l'essentiel de vos questions à la fin de ce webinaire. S'il y a trop de questions, ce qu'on pourra faire, c'est vous répondre dans un mail séparé. Sinon, vous aurez la possibilité également de télécharger le support. Je passerai en revue le support, mais il est relativement dense, donc je pense que j'irai un petit peu plus vite et je condenserai les points. Mais vous aurez donc la possibilité de le télécharger sur le site de Webikeo. Et vous pourrez également revoir ce webinaire en replay sur quelques mois. Toujours en allant sur Webikeo. Vous pourrez aussi approfondir certains sujets à l'occasion d'une journée d'actualité organisée par Elegia le 13 décembre et à l'occasion aussi d'un atelier d'approfondissement prévu le 14 décembre. Quelques mots de présentation me concernant. Donc moi je suis avocat. J'ai créé le cabinet Légister, qui est spécialisé en droit des sociétés et opérations de croissance externe, et j'interviens régulièrement pour le compte d'Elegia, également sur des modules de formation en droit des sociétés. Voilà, donc là, ce qui nous concerne, c'est la fameuse loi Pacte, la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette loi a été présentée à l'Assemblée nationale au mois de septembre. Elle a été discutée, elle a été adoptée définitivement par les députés le 9 octobre 2018 qui ont aménagé un petit peu la loi en intégrant de nombreux amendements. Et elle a été transmise au Sénat qui, de son côté, l'examinera au mois de janvier 2019. Et on prévoit une promulgation de la loi probablement courant avril 2019. Voilà. Donc les sujets que nous aborderons sont des sujets qui ne sont pas encore complètement stabilisés, qui pourront évoluer en fonction en fait des débats parlementaires au Sénat et également de l'intensité des lobbies qui, pour certains sujets, sont très actifs. Alors, le projet de loi, la loi est extrêmement fournie et le projet de loi s'articule autour de 3 volets. Alors, il y a un premier volet qui est destiné à faciliter la création d'entreprises et à libérer les PME de certaines contraintes réglementaires. Ça, c'est le premier volet. Le second volet vise à améliorer le financement et la croissance des entreprises. Et enfin, le troisième volet, qui est extrêmement important, vise à affirmer le rôle social et environnemental de l'entreprise et à mieux associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons nous focaliser sur 5 points particuliers. Alors, le premier point concernera la notion d'intérêt social et la raison d'être de la société. Ce sont vraiment des nouvelles notions qui s'intègrent dans le droit des sociétés français et qui sont presque révolutionnaires, on le verra tout à l'heure. Le second sujet est un peu plus technique, il concerne l'intervention, du champ d'intervention des commissaires aux comptes, qui fait l'objet aussi d'un fort lobbying de la part de la profession de commissaire aux comptes. Donc les projets dont on va parler seront sujet à évolution dans les prochaines semaines. Le troisième sujet concernera la représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés. Là, ça concerne vraiment les très grosses sociétés qui ont beaucoup de salariés. Le quatrième sujet sera un sujet un peu plus technique sur le contrôle des conventions réglementées. Et enfin, nous terminerons sur quelques points qui réforment les marchés financiers. Alors, le premier point à notre ordre du jour concerne l'intérêt social et la raison d'être de la société. C'est vraiment un point extrêmement important et très novateur
qui figurent dans ce projet de loi. Alors, le projet de loi propose d'intégrer dans le Code civil les notions d'intérêt social et de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de la société, et de manière facultative de pouvoir intégrer dans les statuts de la société sa raison d'être. Donc ça figure dans l'article 61 de la loi Pacte. Alors, l'article 61 ajoute à l'article 1833 du Code civil l'alinéa suivant que je vous lis car il est court et très important. La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il est complété par l'article 1835 du Code civil par la phrase suivante: « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » En l'absence de précision particulière, ces dispositions devraient rentrer en vigueur lors de la promulgation de la loi. Alors, ça c'était inclus dans le projet de loi qui n'a pas été touché par les députés. Toutefois, les députés ont ajouté à ces textes la possibilité de créer des sociétés à mission. Ces sociétés à mission, leur objet sera d'être le réceptacle naturel des sociétés qui souhaiteront se doter d'une raison d'être. Ces sociétés qui souhaiteront se doter d'une raison d'être pourront opter soit pour des sociétés de droit commun classique, soit pour des sociétés à mission qui sont vraiment taillées sur mesure et qui leur permettront de communiquer sur le fait qu'elles sont des sociétés à raison d'être. Donc ça pourrait être un argument commercial ou marketing. Donc ces sociétés à mission seront des sociétés commerciales. On pourra opter pour toutes les formes sociales possibles. Et elles devront intégrer dans les statuts, premièrement, le fait qu'elles intègrent une raison d'être, donc définir leur raison d'être. Et il faudra également préciser les missions qui assignent à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux conformes à la raison d'être. Donc il faudra faire un effort de rédaction dans les statuts. Le projet de loi prévoit également de préciser dans les statuts de ces sociétés la création d'un nouvel organe qui se juxtaposera aux organes sociaux actuellement connus et qui aura pour mission de veiller au parfait accomplissement de la raison d'être de la société et des missions qu'elle s'assigne. Voilà. Alors, ce débat, enfin, c'est l'introduction de toutes ces notions est très importante au niveau conceptuel parce que auparavant, en fait, on hésitait à qualifier la société soit de contrat entre ses associés, soit plus largement d'institutions comme s'intégrant dans le cadre de la société prise de manière générale. Là, avec ces nouvelles notions, on opte clairement pour la voie de société-institution, c'est-à-dire qu'elle échappe d'une certaine manière à ses associés. Il faut que la société prenne en compte son environnement social et environnemental. Alors, ces notions ont été très peu définies finalement par les textes, parce que ce sont des notions relativement générales, assez floues et fuyantes, donc les textes sont très très brefs sur leur définition. Si on reprend la notion d'intérêt social, bon, c'est une notion qui était d'ores et déjà connue en droit des sociétés. Elle figurait à l'article 1848 du Code civil concernant les sociétés civiles et à l'article 221.4 du Code de commerce. Donc il y avait déjà de la jurisprudence et des travaux de doctrine pour définir un petit peu ce qu'on entendait par intérêt social. En gros, l'intérêt social se définit par rapport à l'intérêt pur des associés et les actes de gestion que les dirigeants doivent prendre doivent être compatibles avec l'intérêt propre de la société sans se confondre avec l'intérêt strictement pécunier des associés. Les autres notions sont tout à fait nouvelles. Elles ne se retrouvaient absolument pas dans les textes actuels. Donc il s'agit de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Là, nous n'avons aucune définition et il faudra regarder au cas par cas en fonction de chacune des sociétés pour voir si les dirigeants
prennent en compte ou non les enjeux sociaux et environnementaux. La raison d'être de la société, alors là, la raison d'être, donc c'est une notion qui sera insérée dans les statuts des sociétés qui voudront l'intégrer, donc c'est purement facultatif, et ce seront aux sociétés de définir ce qu'elles entendent par raison d'être. Et une fois qu'elles auront défini cette notion dans leur statut, il faudra que les dirigeants sociaux eh bien, respectent cette raison d'être. Alors, en lisant un petit peu, en parcourant les différents rapports qui ont inspiré le projet de loi, on se rend compte que c'est une notion qui est vraiment, disons, quasiment philosophique, et qui se distingue de la raison d'avoir, qui était avant vraiment le but principal de chaque société, qui était la poursuite, enfin la recherche du bénéfice, puis le partage du bénéfice. Là, on aura à côté de cette recherche pure de bénéfice, une raison d'être qui sera en fait la recherche d'une satisfaction sociale, à côté donc de cette recherche pure de bénéfice. Alors, ce qui est maintenant très important pour nous juristes, ce qui sera très très important, c'est de savoir comment ces notions seront sanctionnées. Puisqu'on a face à nous des notions assez générales, est-ce que cela va créer des sources de responsabilité extrêmement importantes et nouvelles ? La réponse est probablement affirmative. Alors, dans un premier temps, les députés, quand même, ont modifié le projet de loi pour restreindre les champs de responsabilité en supprimant toute responsabilité, enfin, tout risque de nullité de la société en tant que telle, et risque de nullité aussi des actes qui seraient passés par les sociétés au mépris de la prise en compte de l'intérêt social ou environnemental, ou au mépris de l'intérêt social de la société. Ça, c'est la volonté des députés. Maintenant, en regardant très précisément les textes dans leur mouture actuelle, on s'aperçoit que l'article L235.1 du Code de commerce n'a malheureusement pas été modifié. Ce qui fait que cet article contient toujours le risque de nullité des actes pris par les dirigeants sociaux au mépris des dispositions statutaires et légales. Donc tant que ce texte n'est pas supprimé ou modifié, on aura un risque de nullité des actes qui viendraient être adoptés au mépris de ces nouvelles notions. Mais enfin, on peut penser quand même que les sénateurs modifieront le texte en ce sens. En revanche, il reste deux risques de responsabilité qui perdureront probablement. Ce sont des risques de mise en jeu de responsabilité d'ores et déjà connus. Le premier concerne la responsabilité des dirigeants. Et donc là, c'est la responsabilité actuelle. Il y aura potentiellement mise en jeu possible de la responsabilité des dirigeants si ceux-ci ne respectent pas les statuts de la société, ou ne respectent pas les prescriptions de la loi. Cet article, évidemment, cette potentialité a fait frémir les organisations professionnelles type MEDEF, type AFEP, qui ont fait un fort lobbying sans avoir eu complètement satisfaction sur ces sujets. Donc il n'est pas exclu quand même que devant le Sénat, ces sujets soient remis au devant de la scène, pour peut-être limiter quand même davantage la responsabilité des dirigeants. Mais en tout cas, au vu du projet actuel, ça serait un large champ de mise en jeu de responsabilité des dirigeants qui s'ouvrirait. Le deuxième champ de responsabilité est également extrêmement connu, c'est la mise en jeu de la responsabilité par les tiers qui contractent avec la société, au motif que les actions ou les contrats pris par la société seraient contraires à des dispositions législatives, comme ne prenant pas en compte les enjeux environnementaux et sociaux, ou la raison d'être, lorsque cette raison d'être aura été incluse dans les statuts. Donc on voit bien que s'ouvriront des champs de mise en jeu de responsabilité extrêmement importantes, et il faudra suivre de très très près la jurisprudence qui, à n'en pas douter, sera extrêmement riche sur ces sujets. Voilà, alors le deuxième point que nous voulions aborder concerne l'intervention des commissaires aux comptes. Là, c'est un sujet
plus technique. Donc l'objectif est de limiter le champ d'intervention des commissaires aux comptes pour que ces charges pèsent moins sur les TPE ou les PME qui sont astreintes à la désignation de commissaires aux comptes. Alors pour y parvenir, il y a plusieurs séries de mesures. La première série de mesures concerne l'harmonisation des seuils dans toutes les sociétés. Alors pour rappel, nous avions auparavant, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par action, une obligation de désigner des commissaires aux comptes, sans prendre en considération des seuils de chiffre d'affaires ou de total de bilan. C'était la forme qui conditionnait l'obligation finalement de désigner des commissaires aux comptes. Donc dorénavant, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, ainsi que toutes les autres sociétés, n'auront pas d'obligation de désigner des commissaires aux comptes dès lors qu'ils se situeront en dessous de seuils qui seront fixés par décret. Les seuils, on ne les connaît toujours pas évidemment, mais on a une bonne idée, on pense que ce sera totalement harmonisé par rapport au droit communautaire. Donc je vous ai indiqué dans les slides les seuils prévisionnels en fait. Ça devrait être 2 des 3 seuils suivants, 4 millions de bilan, 8 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés. Donc vous voyez, vous verrez dans les slides que ces seuils sont significativement rehaussés par rapport aux seuils qui existaient actuellement pour les SARL et pour les SAS. Par conséquent, ça sortira du champ de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes beaucoup de sociétés. C'est la raison pour laquelle les commissaires aux comptes ont manifesté il y a quelques mois pour voir supprimer cette réglementation. Finalement, la réglementation est restée, mais il y a eu des aménagements qui vont leur permettre quand même d'étendre leur champ de compétences ou aussi finalement d'avoir un audit légal pour les petites entreprises. Alors, la deuxième mesure qui modifie un petit peu les conditions de nomination des commissaires aux comptes concerne les groupes de sociétés. Auparavant, on avait une mesure qui ne concernait que les SAS. Dans les SAS, on avait un texte qui nous disait que finalement, dès que la SAS était contrôlée par une autre personne morale, ou dès que cette SAS contrôlait elle-même une autre personne morale, il y avait une obligation de désigner un commissaire aux comptes, quels que soient les seuils. Cette obligation, cette mesure sera supprimée et remplacée par une nouvelle mesure qui va s'appliquer cette fois-ci à toutes les sociétés, quelle que soit leur forme. Et on prendra en considération en fait la holding et on regardera si la holding contrôle d'autres sociétés. Et à ce moment-là, on prendra en compte l'intégralité des sociétés du groupe pour voir si toutes sociétés confondues du groupe, on dépassera ou non des seuils qui seront également déterminés par un prochain décret. Donc, plus d'obligation pour les SAS de désigner obligatoirement un commissaire aux comptes à partir du moment où elles sont elles-mêmes contrôlées, mais en revanche, obligation de désigner un commissaire aux comptes dès lors que les holdings, quelle que soit leur forme, dépasseront avec leur groupe un certain seuil. Les députés ont complété un petit peu ce texte-là en précisant que ces groupes-là auront la possibilité d'opter pour un audit légal pour les petites entreprises. Cet audit légal, c'est assez nouveau, dans le contenu en tout cas, puisque le commissaire aux comptes qui rentrera dans ce cadre de mission aura un mandat limité à 3 exercices et devra établir un rapport sur les risques financiers, les risques comptables et les risques de gestion de la société et de son groupe. Il est prévu que, si le texte reste en l'état, que des normes professionnelles d'exercice de la profession des commissaires aux comptes déterminent plus précisément les conditions d'intervention des commissaires aux comptes dans ce cadre-là. Alors, il y aura donc des impacts importants au niveau des sociétés anonymes lorsqu'elles ne seront plus dotées de commissaires aux comptes, puisqu'aujourd'hui, toute société anonyme est dotée de commissaires aux comptes. Demain, un certain nombre d'entre elles pourront s'en dispenser. Donc, quelles sont ces conséquences ? Premièrement,
le fameux rapport sur les conventions réglementées ne sera plus établi par le commissaire aux comptes, mais par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance. De la même façon, lorsque la loi prévoyait l'établissement par un commissaire aux comptes de certains rapports spécifiques à l'occasion d'opérations financières de haut bilan notamment, par exemple augmentation de capital avec suppression du DPS, à ce moment-là, il faudra demander la désignation d'un commissaire aux comptes de manière ad hoc. Et j'attire votre attention sur ce qu'on peut considérer comme une anomalie du texte actuellement, qui sera sans doute rectifié, du moins espérons-le, si les textes restent en l'état. Dans le cadre d'augmentation de capital par compensation de créances, vous savez qu'actuellement, il faut demander au commissaire aux comptes un rapport qui justifie le montant de la créance utilisée pour la compensation. Et bien demain, il n'est pas prévu de recourir à un commissaire aux comptes pour attester du montant de la créance. En revanche, il est prévu de recourir au mécanisme qui est actuellement en vigueur pour les SAS et qui consiste à demander cette fois-ci à un notaire d'établir ce fameux rapport. Alors, il faut savoir que dans les SAS, bon, ça existe depuis quelques années, l'exercice n'est pas très probant parce que les notaires, d'abord, c'est pas tout à fait leur métier que de certifier ou d'attester les créances, et ils ont des temps de réaction qui sont un petit peu, enfin même beaucoup plus longs que ceux des commissaires aux comptes. Donc il y a un projet de loi concurrent qui n'est pas dans la loi Pacte, qui vise à réformer pour ce qui concerne les SAS ce point très précis, en leur repermettant de demander à des commissaires aux comptes. De manière tout à fait curieuse, le projet de loi Pacte n'a pas tenu compte de ces modifications à intervenir sur les SAS, et nous devrions avoir, si le texte reste en l'état, simplement la possibilité de demander à un notaire la certification des créances utilisées pour les augmentations de capital. Alors, la date d'application de ces textes pour ce qui concerne les commissaires aux comptes, ça devrait être à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication des décrets. Alors, le projet de loi précisait que les commissaires aux comptes dont le mandat était en cours à la date d'application des textes devraient poursuivre leur mandat jusqu'à expiration. Toutefois, les députés ont modifié le projet de loi et prévoient maintenant qu'il y ait en fait une discussion entre la société et le commissaire aux comptes, et la décision devra être prise de concert entre la société et les commissaires aux comptes. Voilà, troisième sujet qui vient modifier donc le droit des sociétés de manière importante, c'est la représentation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Donc le projet de loi vise en fait à renforcer cette représentation pour les sociétés qui sont des sociétés extrêmement importantes, ça ne concerne que les sociétés qui ont plus de 1000 salariés en France ou plus de 5000 salariés dans le monde entier. Alors, la réforme vise à déclencher l'obligation de désigner deux administrateurs salariés, issus des salariés, dès lors que le conseil d'administration sera composé de 8 administrateurs au moins. Alors qu'auparavant, l'obligation se déclenchait avec 12 administrateurs dans les conseils d'administration. Donc on va avoir une accélération du processus de désignation des administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Si les sociétés sont concernées donc, par la désignation d'administrateurs salariés, elles devront assez rapidement réunir une assemblée générale pour modifier les statuts de manière à prévoir justement cette représentation des salariés. Et les premiers administrateurs salariés pourront siéger dans les conseils à partir du moment où il y aura eu cette modification des statuts et dans les 6 mois de l'Assemblée générale ayant modifié les statuts. Quatrième sujet, qui est un sujet beaucoup plus technique, qui est assez régulièrement modifié, c'est le contrôle des conventions réglementées. Alors, les mesures qui sont contenues dans la loi Pacte ne concernent que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action. Le but est notamment de
soit de renforcer la transparence des conventions, soit d'aménager la procédure. Alors, pour ce qui concerne le renforcement de la transparence, on a toute une batterie de mesures, de nouvelles. Alors, pour les sociétés anonymes et les SCA qui sont cotées, uniquement celles-ci, il faudra, si le texte reste en l'état bien évidemment, il faudra diffuser sur le site internet de la société émettrice des informations sur chaque convention réglementée. La liste des informations à intégrer n'est pas encore connue très précisément, mais on peut imaginer que ce seront les informations qui figurent actuellement dans le rapport sur les conventions réglementées, c'est-à-dire la nature de la convention, les personnes qui sont intéressées, la date de la convention, la valeur de la transaction, etc. Autres mesures là, qui cette fois vont concerner toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, y compris donc les sociétés qui ne sont pas cotées. Alors, première mesure, ce sera avant toute assemblée générale annuelle, les actionnaires pourront obtenir communication de la liste des conventions dites libres. Alors là, juste un tout petit mot, cette proposition est assez étonnante parce que rappelons-nous qu'il y a une dizaine d'années, à la faveur de la loi dite NRE, cette mesure avait été appliquée, mais elle n'a pas été appliquée très longtemps, elle a été appliquée 2 ou 3 ans, je crois, parce que finalement, elle occasionnait quand même une grosse perte de temps pour les sociétés et de gros problèmes pratiques. Donc nous verrons bien si cette mesure, d'abord, figure toujours dans le texte final de la loi, et puis après, comment elle sera appliquée. Autre mesure, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, qui doit être donc rédigé par toutes les sociétés par action, doit aujourd'hui inclure une mention sur les conventions conclues entre un dirigeant et une de ses filiales, mais il y aura un changement de critère. En fait, aujourd'hui, on ne prend comme critère pour caractériser la filiale que le contrôle en termes de contrôle du capital, et là, on ajoutera aussi le contrôle en termes de droit de vote. En ce qui concerne maintenant la procédure d'adoption de ces conventions réglementées, toujours dans les sociétés anonymes et les SCA, le projet de loi apporte quelques modifications qui durcissent un petit peu les conditions d'adoption de ces conventions. Alors, la première mesure concerne l'information qui devra être faite au conseil d'administration ou au conseil de surveillance si c'est une société à conseil de surveillance. Aujourd'hui, cette information doit être faite par les personnes directement intéressées. Le texte élargit un petit peu en visant aussi les personnes qui sont indirectement intéressées. Deuxième mesure, toujours dans le cadre de l'adoption de la convention réglementée au niveau du conseil d'administration, là le texte précise que la personne intéressée ou indirectement intéressée ne pourra pas prendre part au vote, mais ça existait déjà, ni aux délibérations du conseil. Ça, c'est la grande nouveauté. Ce qui veut dire que vos administrateurs intéressés par une convention ne pourront même pas se présenter au conseil d'administration pour délibérer sur la dite convention. Troisième mesure, là, ce sont des mesures dans le cadre des assemblées générales qui prévoient que les actions des personnes intéressées directement ou indirectement intéressés ne seront pas pris en compte dans le calcul des majorités. Bon, ça existait déjà, ou du moins ça a été étendu pour les personnes indirectement intéressées. En revanche, donc la nouveauté concerne le quorum. On sait que aujourd'hui, pour déterminer le quorum, il ne faut pas prendre en considération justement les actions détenues par les personnes intéressées par ces conventions. Demain, il sera possible, il faudra même prendre en compte les actions détenues par ces personnes, ce qui permettra finalement en pratique d'atteindre les quorums minimums pour pouvoir voter sur ces résolutions, parce que bien souvent on s'aperçoit que, surtout dans les sociétés cotées, il est difficile d'atteindre le quorum exigé. Alors, dans les sociétés cotées, ça implique de
bien souvent de reconvoquer une assemblée générale et ça occasionne des freins de retenue d'assemblée assez importants. Voilà pour les nouvelles mesures concernant les conventions réglementées. Ces mesures devraient entrer en vigueur à une date qui sera également fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019. Alors le dernier sujet concernant donc notre webinaire concerne la réforme des marchés financiers. Alors là, il y a eu beaucoup de dispositions plus ou moins importantes. On a fait une petite sélection. Le premier sujet dont on voudrait vous parler concerne en fait l'abaissement du seuil de retrait des minoritaires. Donc là, ça ne concerne évidemment que les sociétés cotées qui font des offres sur lesquelles il peut y avoir des offres au public. Alors, la première mesure donc, concerne le cas où il y a des offres faites au public, donc des offres publiques d'achat ou des offres publiques d'échange. Dans ce cas de figure, si l'offre, si les actionnaires n'ont pas répondu favorablement à l'offre, il sera possible de demander le rachat obligatoire de leurs titres. Donc ça, c'est une mesure qui existait déjà. C'est simplement le seuil qui a été modifié. Donc désormais, le nombre de titres non présentés à l'offre, déclenchant donc cette obligation de rachat, devrait être inférieur à 10%, contre 5% actuellement. Donc ça va étendre la faculté pour les minoritaires de se faire sortir contre leur gré. Deuxième mesure, elle a été introduite par les députés, cette fois sous forme d'amendement. C'est un petit peu le corollaire, c'est la possibilité pour les actionnaires minoritaires de demander, cette fois, à se faire racheter par les majoritaires dès lors que plus de 90% du capital ou des droits de vote de la société sont contrôlés par les majoritaires. Donc ce qui change, c'est en fait le seuil, puisque la mesure existait déjà. Avant, la mesure visait 95% du capital. Désormais, c'est 90% du capital ou des droits de vote. Autre mesure qui touche les marchés financiers, c'est la réforme dite prospectus, où on va relever les seuils d'établissement du prospectus. Aujourd'hui, les sociétés qui font une offre au public ont l'obligation d'établir un prospectus, sauf si elles n'atteignent pas un seuil de 5 millions en fait, pour l'offre faite au public. Ce seuil va être porté à 8 millions, donc il y aura plus d'opérations qui seront exemptées de prospectus. Pour les opérations exemptées de prospectus, il est prévu que les sociétés émettrices établissent un document dit synthétique qui sera transmis à l'AMF, mais non soumis au visa de l'AMF, et simplement destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques majeures de l'opération et de l'émetteur. L'AMF devra encore se prononcer sur les possibilités ou les conditions dans lesquelles ce document synthétique sera transmis au public à des fins d'information. L'AMF donc n'aura plus de contrôle a priori, mais aura toujours la possibilité de suspendre l'opération, l'offre au public, si elle considère que l'opération est contraire à la réglementation boursière. Autre sujet important, alors là c'est vraiment une nouveauté, ça concerne la création d'un cadre juridique pour les émissions de jetons numériques, qu'on appelle Initial Coin Offering, ou ICO. Ça c'est tout à fait nouveau. En fait, ce sont des opérations qui se développent énormément dans d'autres pays. Pas tellement en France, bien que ça soit possible aujourd'hui de le faire en dehors de toute réglementation. Toutefois, on a vu en pratique que les banques avaient de fortes réticences pour ouvrir des comptes bancaires sur ce type d'émissions, craignant en fait des problématiques de blanchiment d'argent. Alors aujourd'hui, ce qui va être possible, c'est d'avoir un cadre réglementé, de soumettre, c'est tout à fait facultatif, mais de soumettre l'opération à l'AMF qui pourra délivrer un visa avant toute émission. À partir du moment où l'AMF aura délivré son visa,
il sera possible d'ouvrir un compte bancaire. Les banques ne pourront pas s'y opposer. Et c'est l'émetteur qui devra par contre veiller à ce que l'émission ne recèle pas de blanchiment d'argent. Voilà, donc on pense que ça devrait développer fortement ce type d'opération. Voilà, alors après, pour conclure, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises et qui visent à améliorer la lisibilité du droit boursier. Je vous les ai listées. C'est plus des opérations, enfin des mesures, je dirais, formelles qu'autre chose. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire, enfin de l'aperçu de ces principales mesures en droit des sociétés. Si vous le souhaitez, vous pouvez approfondir tous ces sujets et bien d'autres encore lors des prochains rendez-vous organisés par Elegia, notamment l'occasion de l'actualité du droit des sociétés prévue jeudi 13 décembre à Paris, sur toute une journée, avec les intervenants que vous voyez dans les slides. Et vous pourrez aussi approfondir votre pratique à l'occasion d'un atelier pratique droit des sociétés prévu le 14 décembre. Voilà. Voilà, alors avez-vous des questions désormais? Alors la première question posée, est-ce que le forfait social sera supprimé sur les PE PERCO? Alors là, je ne peux pas vous répondre parce que c'est tout à fait en dehors du sujet abordé, c'est un sujet en droit social. Là, je ne pourrais répondre malheureusement qu'à des sujets concernant le droit des sociétés tel qu'on vient de vous en parler. Alors, y a-t-il d'autres questions en droit des sociétés, plus précisément? Non, pas d'autres questions? Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre assistance. Donc vous pourrez éventuellement poser d'autres questions auxquelles on vous répondra par voie de mail, et vous pourrez retrouver donc ce support sur le site web d'Ikeo pour le télécharger ou revoir ce webinaire. Voilà, bah écoutez, merci à tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir.